Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau temps fort des journées digitales de l'expérience client. Bon, pour ce temps fort, on va un peu changer les règles du jeu. Manuel Didier d'ADM Value va un peu m'aider. C'est le quatrième temps fort ce matin. Je commence à fatiguer. Donc je vais laisser la parole à Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour Geoffroy, bonjour à tous. Écoutez, le secteur de la mobilité est un secteur qu'on connaît bien chez ADM. Puisqu'on est présent dans les services aéroportuaires, on est présent dans le transport de voyageurs, de marchandises, et puis dans les nouveaux métiers comme l'autopartage aussi. D'accord. Et j'ai pensé qu'il serait très instructif d'entendre aujourd'hui les directeurs de l'expérience client de deux groupes, tous les deux français, tous les deux leaders mondiaux dans leur activité. Alors pour l'un, les services aéroportuaires, pour l'autre, la mobilité partagée. Tous les deux représentants des chiffres d'affaires de plus de 5 milliards par an, donc vraiment de belles entreprises, avec dans les deux cas des participations directes ou indirectes de l'État, et dans tous les cas plusieurs milliers de salariés, puisqu'on est sur 6 000 personnes pour ADP, 25 000 avec l'international. On est au niveau global avec Keolis sur 65 000 personnes, et quelque part, vous êtes tous des clients, vous l'avez été à un moment donné de votre vie, de Keolis ou d'ADP. Et dans ces deux groupes, l'expérience client est un pilier de valeur représenté au COMEX. Je pense que les deux invités qui sont avec nous ce matin ont des choses à vous raconter, puisque je pense que ces sociétés ont vécu récemment des ruptures importantes. Oui, et pour contextualiser un peu plus cette table ronde, nous allons discuter tout particulièrement des nouveaux paradigmes pour l'expérience client dans le secteur de la mobilité. Donc, comme l'a dit Manuel, avec deux acteurs majeurs de la mobilité, leaders mondiaux, leaders nationaux. Pour cette table ronde, j'ai le grand plaisir d'accueillir Éric Labrune, directeur opération et expérience client ADP Paris Aéroport. Bonjour Éric. Bonjour. Et à vos côtés et aux côtés de Manuel, Daniel Courcol, directeur expérience client groupe Keolis. Bonjour Daniel. Bonjour. Rentrons dans le vif du sujet. On va parler d'abord de votre positionnement, de votre promesse client. Justement, chez ADP, quelle est cette promesse à l'égard du client ? La promesse client, en tout cas pour Aéroport de Paris, à la base et à l'origine, l'Aéroport de Paris, ce sont des infrastructures qui accueillent des passagers qui ont une destination, soit d'affaires, soit de tourisme, et qui prennent un avion, et donc ce sont des infrastructures. Et au fur et à mesure du temps, la première promesse qui était celle de la notion de la fluidité et je dirais de la maîtrise du temps, est devenue progressivement une promesse d'hospitalité, c'est-à-dire de faire de l'expérience en aéroport, pas simplement, je dirais, un élément de circulation, je dirais, entre mon arrivée en taxi ou par tout autre moyen de transport et la montée dans l'avion, mais aussi une expérience à part entière, avec la particularité en aéroport, des formalités administratives importantes. Donc on a 2 grands temps en aéroport, on a 1 heure en zone publique et 2 heures à passer en zone réservée. Et c'est dans cette zone réservée qu'on essaye et qu'on promet en tout cas à nos clients de vivre une expérience particulière. Et je dirais même, pour un peu la caricaturer ou faire un trait d'humour, c'est d'une certaine manière d'engager presque le passager à presque rater son avion, parce qu'en définitive, il vivre la meilleure expérience possible à travers les services et les commerces. Éric, zone réservée, concrètement, c'est entre la douane et la porte de l'avion ? Oui, alors la zone réservée, c'est une fois qu'on a passé soit les postes d'inspection filtrage, ce qu'on appelle les PIF, ou la PAF, la poste. Voilà, PIF et PAF, et la police de l'air aux frontières, qui contrôle aujourd'hui évidemment tout le hors Schengen et l'international. Donc, et donc cette fluidité que l'on doit aux passagers, c'est la première promesse historique, je dirais, d'ADP. Et là, les deux qui sont venus ensuite de façon un peu, je dirais, en termes d'infra et de process, sont celles dont on parlera là. Ça a été la promesse de la sécurité après le 11 septembre. Et aujourd'hui, après le Covid, la promesse qu'on va devoir, c'est celle de la sécurité sanitaire. Et puis évidemment, la promesse entière qui est celle de l'hospitalité, je dirais, à offrir à tous les passagers lorsqu'ils accèdent à la zone réservée.
D'accord, donc chaque événement majeur qui a impacté la planète va directement impacter votre manière de penser l'expérience client. Oui, totalement. Le 11 septembre, justement, la sécurité, c'est vraiment... concrètement, il s'est passé quoi après le 11 septembre? C'est vrai qu'en évoquant la promesse de la notion de la fluidité et de la maîtrise du temps, le 11 septembre a ralenti, et a ralenti en définitive ou a poussé à mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité, de contrôle, justement au poste d'inspection filtrage, on se déshabille, on fait contrôler ses chaussures, etc. Ouais. Et donc ça, d'une certaine manière, ça contraint en tout cas cette notion de fluidité. Et on verra que l'enjeu sanitaire qui se présente à nous aujourd'hui va aussi d'une certaine manière à la fois ralentir cette fluidité par tous les nouveaux process qui vont être mis en place et aussi touche au modèle économique. Ah ouais. Parce que le 11 septembre a eu un coup sur le billet d'avion. Après, on peut très bien imaginer que les mesures de sécurité sanitaire aient un coût aussi bien pour le passager que pour les compagnies et pour les structures aéroportuaires. Et d'où finalement, si ce parcours client se ralentit, l'hospitality rentre vraiment dans le cœur du réacteur de l'expérience client. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est un des éléments, mais je dirais de façon historique, on mesure bien ces temps de 1 heure et de 2 heures en zone publique et en zone réservée, et c'est ce temps d'enchantement qu'on essaye d'avoir sur la zone réservée. Donc l'enchantement après les pifs et les pafs. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Daniel, chez vous, comment ça se passe Ça se passe bien. La promesse client, le positionnement Juste pour donner une perspective au niveau du groupe Keolis, on a environ 300 filiales et qui vont de Beaune, une petite ville en France, à Lyon, Melbourne ou Boston. Donc les problématiques sont très 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 différentes selon les réseaux auxquels on s'adresse. Par exemple, concrètement, à Beaune, vous opérez comment et à Melbourne, vous opérez comment à Beaune, on va avoir une quinzaine de bus et une trentaine de collaborateurs. D'accord. Je vais vous citer Lyon, qui est vraiment différent plutôt que Melbourne. Melbourne, on exploite le tram, mais c'est toujours monomodal. Si vous allez sur Lyon, on exploite le métro, le tram, le bus. On peut avoir une navette fluviale, on a un véhicule autonome. Donc le funiculaire aussi. Le funiculaire aussi, évidemment. Donc on est très multimodaux. Et donc de fait, on se retrouve donc avec un credo, un programme expérience client au sein du groupe qui est finalement assez général, puisqu'on est basé sur 3 piliers. C'est un programme qui s'appelle Thinking Like a Passenger et qui se base dans un premier temps sur toute la partie définition, co-construction, écoute client. Une deuxième phase derrière qui est plus basée sur la définition de l'offre de transport. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, comment on l'accompagne. Et puis ensuite, la troisième pilier, tout ça est assez classique, mais un troisième pilier qui est de dire, OK, on écoute nos clients, on met du KPIs en place et on essaye d'améliorer les services en apportant des services supplémentaires au fur et à mesure. Très bien, très bien. Manuel, je crois. Oui, je vais la reposer dans un premier temps à Eric. Quels enseignements, du coup, autour de l'expérience client, est-ce que vous tirez d'ores et déjà là, de ces conjonctures et situations exceptionnelles? Comment s'adapter, se réorganiser? Déjà, alors, c'est vrai que on l'a tous mesuré. Donc, à l'aéroport de Paris, 2019, c'était 240 millions de passagers sur la France et à l'international. Les premiers temps de la crise, ça a été, je dirais, une réduction du trafic aérien pratiquement de 98-99%. Il restait des vols de rapatriement, des vols sanitaires, des vols humanitaires et une continuation et même une accélération un peu du fret et du cargo, d'où le fait que, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a fermé un aéroport, qui est l'aéroport d'Orly, qui rouvrira là vendredi 26. On a fermé un ensemble de terminaux sur CDG, donc en gardant le hall K, ABCD et le 2F1 et le 2F2. Et pour un chiffre, à l'épée, c'est en moyenne entre 300 et 350 000 passagers par jour sur les 2 plateformes parisiennes. On était passé au début de la crise à moins de 5 000 passagers. Donc c'est donner la proportion, en tout cas, de l'impact que ça a pu avoir, sur à la fois notre modèle, sur le modèle économique. Si je reviens sur les promesses, en fait, comment le Covid, ou en tout cas la situation, va revisiter les 4 piliers qui sont les infrastructures, les process, les engagements des collaborateurs, en tout cas sur le geste, l'accueil, et puis je dirais les petites attentions. C'est à travers ces 4 éléments
comment on va revisiter ces 4 piliers, je dirais, au regard de la crise sanitaire. Dans les infrastructures, forcément, on va être impacté dans les infrastructures parce qu'on a commencé à installer des caméras thermiques, parce qu'il y aura un certain nombre, donc, je dirais, d'infrastructures qui vont apparaître dans les aéroports, et notamment sur ADP, comme sur d'autres aéroports. Dans les process, forcément, on va avoir des process qui vont être modifiés. Dans l'accueil, des gens qu'on va voir masqués, des gels hydroalcooliques tout au long du parcours client, des marquages au sol pour la distanciation physique, etc. Donc on voit bien que ça visite les 2 grands fondamentaux de l'aéroport, les infrastructures et les process. Et puis sur l'accueil, évidemment, on en discute pas mal avec des sociétés qui opèrent l'accueil sur l'aéroport. C'est que tout d'un coup, le passager ou le client va se retrouver avec des personnes masquées, soit avec des visières. Donc là, effectivement, il va y avoir des nouveaux éléments de langage à utiliser ou des nouveaux gestes, etc. Et puis la petite attention, c'est celle qu'on recherche, et la petite attention, je pense notamment au gel hydroalcoolique, je pense à un certain nombre d'attentions qu'on va donner au client pour lui, je dirais, pour lui faire vivre cette expérience toujours avec la notion de la fluidité, de la sécurité et du sanitaire en plus, et donc d'effacer d'une certaine manière à travers tous les nouveaux gestes et les nouvelles attitudes, tous ces potentiels irritants en tout cas. Et donc de faire de ça, et ça c'est un enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que comment continuer à vivre l'expérience client, de l'hospitalité, je dirais, en effaçant ou en amoindrissant en tout cas ces contraintes et ces irritants. Et ça sera l'enjeu, je pense, en tout cas d'ADP et de beaucoup d'entreprises, en tout cas du transport. Oui, effectivement. Et le redémarrage, vous l'envisagez comment ? Alors, vous disiez 26 juin là, pour Orly. En fait, au redémarrage, on le voit bien, je dirais, la particularité d'un aéroport, c'est qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et qu'il y a une forme de concordance des temps qui doit s'opérer sur le plan réglementaire et de l'évolution même de l'épidémie. Encore ce matin, l'Union européenne réfléchit à savoir si on accueillera ou pas la clientèle américaine. La clientèle chinoise reviendra probablement fin d'année, début d'année prochaine. Et donc, il y aura un début progressif de reprise d'activité, évidemment, de la partie française, européenne, Schengen, et progressivement sur 2022, 2023 et l'international. On retrouvera, à mon avis, des trafics de 2019 autour de 2023, 2024. C'est ce qu'annonce Augustin de Romanet après toutes les études, 2024. Et je pense qu'on pourra en parler plus tard, mais ce ne sera pas le même type de clientèle et de passagers qu'on aura, avec des comportements différents sur le sanitaire, mais aussi sur le développement durable, etc. Donc je pense que cette crise-là va offrir aussi cette opportunité-là de revisiter l'expérience client à travers des choses qui étaient en germe et qui sont, de mon point de vue, en train de s'accélérer, et je pense au développement durable notamment. Très bien. Daniel, l'activité chez vous, elle a aussi été impactée. Quelle tendance client avez-vous pu constater ? La disparition des clients, au même titre qu'ADP. On s'est retrouvé avec tout d'un coup avec 5% de trafic. D'accord, oui. Nous sommes en lien permanent avec nos clients contractuels, c'est-à-dire les autorités organisatrices de mobilité, les agglomérations, les régions, IDFM sur Île-de-France Mobilité, sur Île-de-France, etc. Et ils nous demandaient de mettre une offre de transport qui était toujours assez nettement supérieure par rapport à la fréquentation. Donc vous voyez l'écart pour l'illustrer, donc je vous dis 5% de fréquentation, on avait 30 à 35% d'offres. Aujourd'hui, l'ensemble des réseaux sont aux alentours de entre 85 et 100% des réseaux nominaux. Et pourtant, la fréquentation est, selon les réseaux, entre 35 et 60%. Donc aujourd'hui, j'allais vous dire, en termes d'expérience client, c'est assez agréable parce que finalement, il n'y a pas grand monde dans les transports en commun. Mais le vrai problème qui va se poser à terme, c'est évidemment la partie, alors nous, c'est en particulier la partie distanciation et la réassurance sur toute la partie sanitaire, comment on est capable de prouver qu'on désinfecte de manière régulière, que nos véhicules sont propres. Mais la partie distanciation est un vrai problème. Aujourd'hui, l'ensemble de nos clients, quand on les interroge en termes d'écoute, nous disent, alors c'est un chiffre qui a tendance à baisser au fur et à mesure que la pandémie baisse un peu, mais on est toujours sur des clients qui nous disent, des anciens clients réguliers nous disaient, il y a 30% parmi eux qui ne reprendront pas le transport. Et donc, même si ce chiffre a tendance à baisser au fur et à mesure que les choses vont un petit peu mieux, il n'empêche que j'entendais. Le 11 mai, par exemple, Daniel. Alors le 12 mai, quand on a repris le 12 mai, on est passé de 5 à 25% très vite. Et depuis, on est en moyenne à 40% sur la France. Je vous disais, il y a une fenêtre qui est entre 35 et 60. Il y a un réseau qui est à 60 aujourd'hui, avec un pic le samedi
En fait, les clients réguliers qui allaient au boulot évitent de prendre des transports en commun. On a très peu de pics le matin et très peu de pics le soir. Finalement, ça monte au fur et à mesure dans l'après-midi en suivant la logique d'une clientèle loisir. Et c'est pour ça que le samedi, on est plus proche de 50 à 60%, alors que pendant la semaine, on est plutôt aux alentours de 40, parfois 45. Vous disiez, je crois de mémoire, quand on préparait la table ronde tous ensemble, que c'était un mois d'août au mois de juin ou... On est aujourd'hui sur un comportement client qui est un comportement estival, effectivement. Et en l'occurrence, nos offres de transport estival vont arriver dans les 15 jours, donc ça tombe plutôt pas mal. Mais il n'empêche qu'on a quand même, malgré tout, nous, au-delà de l'expérience client, une vraie problématique d'écart de coût entre le client qui apporte des recettes à hauteur de 40%, alors qu'on a une offre de transport et des coûts qui sont entre 85 et 100%. Tout ça sans compter toute la partie sanitaire qui était faite, mais pas à ce point-là, avant la pandémie. L'impact du télétravail, encore largement promu aujourd'hui, est là, dans ces chiffres. Si on se place à l'horizon de l'automne, de la rentrée, vous forecastez quoi comme taux de retour? En fait, je ne sais pas si je peux prendre ma tête comme exemple, mais on s'arrache les cheveux. On ne sait pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre. On peut s'imaginer qu'on sera aux alentours de 70% à la rentrée, mais encore une fois, ça va dépendre de l'évolution de la pandémie. On a suivi l'actualité sur ces derniers jours où en Allemagne, ils viennent de reconfiner à 2 endroits, au Portugal aussi. On ne sait pas comment ça va repartir, on ne sait pas si ça va rester en bas. Si ça continue à baisser sur cette tendance sur la France, on imagine qu'on sera aux alentours de 70%. Après, derrière, quant à revenir à l'offre nominale, enfin pas l'offre, mais la fréquentation nominale, je vous disais toujours en préparant 2022-2023, pour comparer avec Eric, on ne s'imagine pas revenir à une situation nominale avant pas mal de temps. L'idée, c'est... le vaccin. Quand on aura le vaccin, je pense que ça sera à ce moment-là que ça pourra repartir. C'est le trigger qui va dire on peut reprendre les transports. Je pense. Mais pour prendre les réseaux, moi, tous les matins, je prends les transports en commun à Paris, on voit que la fréquentation augmente. Mais on voit aussi que le port du masque est particulièrement bien respecté. D'accord. Et donc ça, c'est plutôt un bon signe sur la prise de conscience de nos citoyens quant aux contraintes qu'ils ont à vivre sur le terrain. Il y a de nouvelles formes de mobilité qui ont, je pense, naturellement dû prendre le relais Alors, oui et non. De fait, le vélo est en explosion. Vous avez peut-être vu les uns et les autres fleurir ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est-à-dire des voies cyclables qui sont venues en supplément de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui existait précédemment plutôt. Donc le vélo est proche du x2. Après, le vélo représentait 1 ou 2%. Oui, ça reste anecdotique. Donc derrière, ça monte. Qui plus est, le développement du vélo électrique va faire que ça va encore plus se développer. Jusqu'à ce quel point, on ne le sait pas, mais oui, c'est une vraie tendance. L'autre tendance qu'on remarque, c'est... et alors là, sur des pays qui sont un petit peu en avance sur nous, je pense qu'on a un réseau à Shanghai. Alors eux, pour le coup, maintenant, ils sont à 80% de fréquentation. Il n'empêche que la ville n'a jamais été aussi embouteillée sur la route. Ils ont recommencé, nous on a recommencé à 25, ils ont recommencé quand ils ont redémarré à 40%. Aujourd'hui ils sont à 80, mais il n'empêche qu'au niveau voiture c'est juste ingérable. Et je pense que c'est un petit peu partout pareil en fait. Oui, très bien, très bien. Manuel, je crois que tu avais une question. Oui, donc si on se place maintenant sur le long terme, chez vous, ADP, du coup, qu'est-ce qui sera plus jamais comme avant en termes d'expérience de mobilité? Alors, je voulais juste rebondir sur un point, c'est sur la temporalité et sur... Effectivement, on pose la question systématiquement aux sociétés de transport comme à d'autres entreprises, mais sur cette temporalité et sur le temps de la reprise. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est bien l'épidémie qui gouverne un petit peu cette temporalité-là. Et ça, c'est une vraie difficulté pour nous. Ce qui sera plus comme avant, mais c'est l'accentuation de la tendance, et on a évoqué le télétravail, l'accentuation de la tendance du profil du passager ou du client. On a basculé ces dernières années sur une clientèle plus touristique. On est passé à 51%. On était dans une proportion avant qui était plutôt business. Là, on voit des phénomènes qui s'accélèrent. On parlait de télétravail, mais aussi de télétravail qui viennent, les téléconférences, etc. Donc, le voyage d'affaires sera certainement, je pense, impacté parce que les entreprises y voient une double manne, immobilière déjà par le télétravail, parce qu'on pourra réduire effectivement les frais immobiliers.
C'était déjà le cas avec le flex office, etc. Moi, je crois que ça sera une crise qui va accentuer des tendances et que par ailleurs, il y aura effectivement tout ce qui est de développement durable qui va en prendre le pas. On voit avec Air France. Air France fait son dernier vol demain avec 300 collaborateurs d'Air France au-dessus de la France avec la 380. C'est fini la 380. Il est né en 2009, il s'arrête demain. Et je crois que c'est ça qui sera plus comme avant. C'est-à-dire qu'on aura des comportements qui étaient là en germe, que cette crise va accélérer, qu'elle révèle comme des leviers à la fois économiques, mais des réveils de conscience aussi sur un certain nombre d'impacts. Et juste un chiffre, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire, et Augustin Dromanet le cite souvent, c'est le fait que quand on cherche le montant de l'évolution du trafic aérien, on prend l'évolution du PIB. Quand il y a une évolution du PIB autour de 1,3, 1,4, 1,5, comme la France, il suffit juste de multiplier par 2, on a l'idée de 3% de trafic aérien. D'accord. En gros, en 2019, la tendance pour ADP, c'était chaque année, tous les 2 ans, je veux dire, 9 millions de passagers de plus, c'est-à-dire un aéroport de Marseille. Enfin, je le fais. Ça, je veux dire, on a cette dynamique-là qui est, je dirais, revisitée, qui n'est pas cassée, mais qui est revisitée. Et je pense que la nature du trafic, évidemment, elle va reprendre, etc., sur les trains qu'on a dit, mais on n'aura pas la même typologie de clientèle. Et les comportements seront différents, effectivement, comme j'ai dit, sur le télétravail, téléconférence, etc. Et donc forcément, il va falloir nous, je dirais, dans l'expérience en aéroport, puisqu'en fait ça c'est notre métier, celui de l'accueil du passager en aéroport, accompagner ce mouvement-là à travers les différentes tendances, développement durable, etc., mais aussi à travers les commerces qu'on a et faire ces offres-là aussi, je dirais, en éco-responsabilité et tout ce qu'on peut imaginer autour du développement durable. Oui, je crois que vous nous disiez aussi quand on préparait la table ronde que ce serait aussi une question de changer les rapports avec votre écosystème, vos partenaires, vos prestataires. Ce serait une manière différente de collaborer. Oui, moi je pense qu'on accentuera, c'est qu'en étant à la direction opération, mais surtout expérience client, depuis 1 an, 2 ans, moi ça fait 1 an et demi que je suis à l'aéroport de Paris, on a développé ce qu'on appelle l'expérience collaborateur, avec une particularité pour un aéroport, c'est qu'au fur et à mesure des années, comme beaucoup de sociétés, on a sous-traité. C'est-à-dire que toute l'expérience client, elle est confiée à des partenaires, des concessionnaires sous-traitants, que ce soit l'accueil, le nettoyage, les commerces, les PIF dont on parlait, la police de l'air, bon, ça c'est l'État. Donc aujourd'hui, on est plutôt animateur d'une communauté auquel on a confié l'expérience client. Et je pense que ce qui va s'accentuer, c'est effectivement une forme d'intégration de ces partenaires et non plus dans une forme de considération de sous-traitance classique, à aller vérifier par leurs manquements, par les pénalités ou je ne sais quoi, etc. Mais plus les intégrer, je dirais, dans le développement de cette expérience client. Donc ça aussi, je pense que c'est un phénomène qui va s'accentuer dans les années qui viennent. On gardera cette forme de sous-traitant, je n'aime pas beaucoup le terme, justement, mais plus de partenaires et de partenariats et d'intégration de partenariats. Et un truc tout bête, moi, ce que j'ai mis en place depuis 1 an, c'est une communauté des DRH. Souvent, on a affaire avec nos partenaires aux directeurs financiers, aux directeurs généraux, aux directeurs marketing, directeurs des opérations, etc. On a rarement les DRH autour de la table, je dirais, quand on traite avec nos concessionnaires. Donc j'ai créé des rencontres des DRH, et encore hier soir j'étais avec eux, où on évoque là en ce moment l'activité partielle, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser notre activité partielle, par exemple, au sein d'ADP, sans penser l'activité partielle de nos partenaires. Et sans avoir les DRH, oui. Et sans avoir les DRH. Et les DRH sont autour de la table, c'était les premiers surpris d'être sortis un peu de l'ombre dans le travail qu'on fait, parce que l'idée c'est bien la symétrie des attentions, c'est-à-dire de favoriser les environnements de travail, formation, etc. pour les collaborateurs de nos partenaires, pour, je dirais, l'utiliser comme levier de l'amélioration de l'expérience client. Très bien. Chez vous, Daniel, les enseignements, ce qui ne sera jamais plus comme avant? Les entreprises de mobilité du quotidien ne sont pas forcément très en avance, très pionnières sur la partie digitale. Or, aujourd'hui, l'achat du titre de transport, au-delà de l'abonnement, tout ce qui est titre de transport de tickets, on dit unitaire, que ce soit au distributeur ou... donc distributeur, est-ce que je vais mettre mes doigts? Oui, non. Est-ce que je vais acheter auprès du conducteur? C'est difficile. Donc de fait,
toute une série de solutions de tickets dématérialisés qui ont été mises en place. Elles existaient déjà, mais elles restaient assez confidentielles en termes de volume. Et ça a été l'occasion de voir que ce soit du M-Ticket par QR code, que ce soit du ticket SMS, que ce soit du paiement directement avec la carte bancaire au niveau du valideur. C'est des solutions qui existaient de manière plutôt confidentielle et qui maintenant prennent vraiment de l'importance dans le comportement de nos clients. Qu'est-ce qui a marché? Vous avez peut-être un chiffre si c'est possible de communiquer dessus? Le ticket SMS en particulier, on avait deux filiales qui étaient équipées de tickets SMS avant la crise. On en a aujourd'hui 7 ou 8. Mais on tournait grosso modo aux alentours de 10% des tickets unitaires. Et les premiers chiffres qu'on a sur une de nos filiales est aujourd'hui à 35% des tickets unitaires qui sont pris par SMS. Donc de fait, ce sont des choses qui vont se développer. C'est à la fois une crise et en même temps une opportunité de fait. Après, derrière, toute cette explosion du digital ne va pas, et je rejoins Eric aussi, sans l'humain. C'est-à-dire qu'on peut montrer un certain nombre de choses au niveau de ce qu'on fait en termes de désinfection. Il s'avère que derrière, le digital est un bouleversement complet pour un certain nombre de personnes, une part non négligeable de la population qu'on doit accompagner. Et donc, de fait, on a un programme qui s'appelle Signature Service, où on fait de la co-construction avec les clients, avec les collaborateurs et même avec notre partenaire autorité organisatrice de mobilité pour définir une espèce de Keolis Touch, mais en l'occurrence qui est faite réseau par réseau. Je vous expliquais que toutes nos filiales sont quand même très autonomes, mais l'objectif est de définir un certain nombre de gestes précis qui sont réalisés sur le terrain. Et par extension, dans le cadre de cette crise-là, au-delà d'un chatbot très digital qu'on a mis en place en ligne sur une dizaine de filiales, on a aussi mis une formation spécifique de réassurance, de gestes dédiés au Covid pour faire en sorte que sur le terrain, d'une part, on soit capable de rassurer nos collaborateurs, mais d'autre part, que nos collaborateurs soient capables de rassurer les clients. Donc voilà, c'est les deux pendants un petit peu qu'on essaye de développer et qui arrivent à travers de cette crise. C'est un, le digital qui se développe, et deux, l'opportunité de renforcer encore plus l'humain. D'accord. Vous anticipez un petit peu ma prochaine question. Justement, le contexte a profondément bouleversé les habitudes de travail. Comment deux acteurs majeurs de la mobilité en fait, se sont adaptés à cette nouvelle donne et quels nouveaux comportements clients vous avez pu observer, que ce soit en B2B ou en B2C? Eric, peut-être, pour commencer? Alors déjà, pour les collaborateurs d'ADP, toutes les personnes qui étaient éligibles au télétravail sont en télétravail. Elles le seront d'ailleurs pour l'instant jusqu'à fin août. C'est le cas du personnel du siège de l'aéroport de Paris, puisqu'on est basé à Roissy. Donc ça, c'est évidemment, tous les métiers opérationnels restent en opération, mais avec aussi, alors il y a le télétravail, mais il y a aussi l'activité partielle qui reste quand même l'impact fort, je dirais, pour ADP, et aujourd'hui qui est prolongé jusqu'à septembre, donc c'est quasi 80% des effectifs d'aéroport de Paris qui sont en activité partielle. Donc ça, c'est, je dirais, pour l'entreprise elle-même. Pour, je dirais, nos clients, mais je le disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y ait du télétravail et moins de voyages d'affaires ou autre, bon, ça c'est la première chose. Et puis bon, la fermeture des frontières. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans la prémisse ou dans la réflexion de ce que ça va impacter dans une partie de notre clientèle. Et puis l'impact avec cette fermeture de frontières sur nos clients. Enfin, nos grands contributeurs, je pense à la clientèle chinoise qui représente 2% de notre trafic, mais 15% de nos revenus. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Les Américains, pareil. Et donc, ce que ça change fondamentalement, c'est que notre clientèle très contributive n'est pas présente sur nos aéroports. Les États-Unis, c'est quelle part à peu près? Je préfère pas donner les chiffres. Chine, en tout cas, en Chine, c'est 2% du trafic, 2% de trafic, 15% des revenus. D'accord. Oui, c'est bien l'enjeu. Oui, c'est l'enjeu. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que c'est vrai que l'aéroport ne vit pas simplement des taxes d'atterrissage et de décollage ou des parkings, etc., mais aussi des revenus, je dirais, des commerces. Ça, c'est une part importante. Voilà. Et voilà, puisqu'on a effectivement ce qui est le portuaire, enfin, pour simplifier l'aéroportuaire, et les régulés, non régulés, pour faire simple. C'est vrai que ça vient percuter quand même notre modèle économique. Donc ça, voilà, ça c'est pour le modèle, pour le télétravail, pour nos équipes. Et puis pour nos clients, effectivement, on va suivre de toute manière ces tendances-là. Sur la partie digitale, en fait, il y a un poste qui apparaît, comme il y a eu l'apparition du poste sécurité, il y a un poste qui apparaît, ça va être le sanitary manager, et qui va devoir coordonner aussi l'ensemble. Comme il y a des responsables de sécurité dans les groupes, il va y avoir des responsables sanitaires. Et ça va
profondément modifié, je dirais, l'expérience et celle de nos passagers. J'aime bien ce que tu disais sur le fait de l'attention qu'on apporte à nos collaborateurs, mais aussi à notre client. Cette symétrie-là, le passager se sentir en confiance s'il voit qu'on est dans le respect de nos collaborateurs, notamment sur les mesures sanitaires et son équipement, etc. S'il n'y a pas cet effet miroir, on va au mur. Et c'est ce qu'on engage, en fait. Aujourd'hui, c'est que les deux puissent effectivement se regarder dans les mêmes dispositifs de sécurité sanitaire. Et ça va être... Voilà. Maintenant, la question, c'est celle du temps. Jusqu'à quand on va porter les masques, jusqu'à quand on portera des visières, jusqu'à quand il y aura du gel partout à la distribution, enfin, sur le parcours client. Ça, pour moi, c'est... Aujourd'hui, je ne fais pas répondre à la question. D'accord. Daniel, justement, vous, votre avis sur... ces modes de travail qui redessinent un peu les mobilités finalement? Pour ce qui nous concerne, nous, Keolis, au niveau des filiales, vu qu'on n'a pas arrêté le service, il y a eu un petit peu de chômage partiel au début pendant le confinement, mais depuis le 12 mai, la montée en charge progressive en termes de réseau, et même assez rapidement, on est revenu à 80-85%, aujourd'hui pour approcher les 100%, donc de fait, l'ensemble des personnes sont sur le terrain. Au niveau du siège, c'est un petit peu différent. À partir du 12 mai, il y a une volonté de la direction générale de renouer progressivement le lien. Donc on a commencé jusqu'au 2 juin à une journée par semaine. Aujourd'hui, on est à 50%. Et puis l'idée étant d'être à 100% au retour des vacances. Au niveau des clients, on a entre guillemets la chance d'avoir une part non négligeable de notre clientèle qui est une clientèle captive. Donc les 25-40% de clients qui sont rapidement revenus sont souvent des clients qui n'ont pas le choix que de prendre les transports en commun. Donc ils sont venus. En termes de comportement, je vous le disais tout à l'heure, on a mis pas mal de signalétiques sur le terrain pour faire en sorte que derrière, les clients gardent l'espacement, mais bon, on leur a quand même un petit peu bourré le crâne pendant des semaines et des semaines, donc ils en étaient quand même assez conscients. Derrière, ce qu'on décide de faire, c'est au-delà de faire cette logique de réassurance classique sur toute la partie sanitaire. Derrière, on met effectivement du gel partout où on peut en mettre. On a commencé, on ne l'a pas fait pendant longtemps, mais on a commencé au moment du redémarrage des réseaux de manière plus volumique de mettre des masques à disposition pour nos clients. Et puis, on a fait pas mal de réassurance au niveau de campagne CRM. D'envoyer des emails pour les rassurer, pour les tenir au courant un petit peu de ce qui se passait, de la manière dont on nettoie nos réseaux, pour essayer justement de faire en sorte de... on est tous les mêmes, mais l'objectif, c'est évidemment de faire revenir les clients. Donc on cherche des moyens divers et variés, que ce soit des réassurances pure terrain, mais aussi par des moyens digitaux, à essayer de rassurer nos clients. Très bien. Juste, Daniel, tout à l'heure, vous disiez que vous expliquiez que la digitalisation, finalement, du parcours s'est bien accélérée dans cette période-là. Donc il y a l'achat du titre, après il y a la validation, il faut passer, et ensuite éventuellement il y a le contrôle aussi. Ces deux derniers points étant des éléments de fluidité importants et parfois pas très opérants. Aujourd'hui, la digitalisation ne va pas pouvoir gérer nécessairement l'ensemble de ce parcours. Comment vous voyez par exemple les notions de contrôle, et puis quel est actuellement le taux de digitalisation dans les parcours d'achat aussi? Alors, en termes de contrôle, c'est pas spécialement un problème, si j'ose dire, parce que aujourd'hui, nos contrôleurs sont outillés avec des outils où il leur suffit de tendre le bras pour voir le titre de transport et contrôler le titre de transport sans que ça soit réellement un problème. Après, derrière, effectivement, ils doivent prendre le ticket à la main, mais ils n'ont pas forcément de proximité à toucher le client. On peut avoir ce type de problème, par contre, sur nos réseaux liés au PMR, où, par exemple, des véhicules appropriés, et on doit, de fait, attacher les fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules pour qu'ils ne bougent pas. Et là, ça peut poser des problèmes, mais bon, il y a toute une série de décrets qui sont sortis, qui, en termes d'application, étaient effroyablement compliqués. Donc, chaque réseau, c'est un petit peu débrouillé. Nous, on était là pour faire la synthèse de tout et informer tout le monde, mais c'était difficile de donner un guide de par le flou qu'on pouvait avoir en termes d'instruction. Pour revenir sur la partie contrôle, nos contrôleurs n'ont pas vocation à empoigner les clients. Si c'était là que vous souhaitiez en venir, mais ils sont là à plusieurs pour contrôler un ou plusieurs clients. Et puis derrière, à un moment, si le client décide de ne pas payer, il lui file une amende et le client la paiera plus tard ou décidera de ne pas la payer. Ça fait une différence par rapport à ce que j'ai pu voir dans le métro parisien au moment où les réseaux sont réouverts, où d'une part les agents RATP vis-à-vis des clients qui ne portaient pas de masque
était assez virulent, d'où une amende potentielle à 135 €, mais aussi il y avait la police, ou alors la police de la RATP, et j'ai vu aussi la police de SNCF, qui tournait beaucoup sur le terrain pour faire respecter ces ordres-là. Mais en l'occurrence, c'est que les contrôleurs n'ont pas... ont une interaction humaine de fait, oui, mais sont capables de préserver la distanciation n'est pas si problématique. Aujourd'hui, pour répondre à la deuxième question sur le taux de digital, alors ça dépend si on parle d'actes ou si on parle de chiffre d'affaires, parce que bien souvent, il y a une personne qui va prendre un abonnement directement sur Internet, et pour le coup, ça sera un chiffre d'affaires colossal pour un seul acte digital. On est inférieur à 5% sur la part des ventes au niveau du digital. Il y a des filiales qui sont un petit peu au-dessus, mais globalement, on est en dessous de 5%. Et je ne crois pas qu'on sera à la fin de l'année en dessous des 5%. Je pense qu'on aura atteint 10, voire un petit peu plus encore que ça. Mais ça va aller doucement, parce qu'il faut aussi des outils à la hauteur. Le digital, c'est pas seulement un moyen, mais c'est aussi la manière dont on le fait. Et notre UX est régulièrement pas extraordinaire pour être gentil. Donc c'est l'opportunité pour nous de progresser énormément sur ces points-là, avec un sujet qui pour nous occupe pour le coup plus que les contrôleurs, c'est la rentrée. C'est-à-dire que l'essentiel des abonnements sont faits au niveau de la rentrée. Et donc on a des agences, et régulièrement chaque année il y a la queue. Et il peut y avoir parfois une demi-heure, 1 heure de queue. Donc comment on gère ça à la rentrée, sachant que les clients ne vont pas anticiper leur abonnement comme ils l'ont fait les années précédentes pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y aura probablement un petit peu moins de monde du fait qu'il y aura moins de fréquentation, mais néanmoins, ils vont tous arriver en même temps. Et c'est le vrai sujet à l'heure actuelle sur nos réseaux, c'est la préparation de cette rentrée, sachant qu'on n'a jamais connu cette situation, à peu près comme tout le monde. Sachant que c'est l'un des plus gros pics que vous connaissez, c'est le plus gros pic. C'est le plus gros pic. D'accord. La gestion de la prise d'abonnement au moment de la rentrée entre le 25 août et le 5 septembre. Très bien. Eh bien, écoutez, avant même de penser à septembre, on va essayer de penser même à l'avenir, à la prospective. Comment vous vous projetez en tant qu'acteur majeur de la mobilité à 10, 15, 20 ans? C'est quoi vos enjeux? Éric, peut-être? À 15 ans, 20 ans, c'est vrai que c'est des bonnes questions pour tous les métiers où il y a de l'infrastructure comme un aéroport, parce qu'effectivement, on était dans cette dynamique. Et là, il y a encore 6 mois, et notamment avec le Terminal 4, qui doit se construire sur Roissy. Forcément, c'est un terminal pour lequel il va y avoir une revisité par les enjeux sanitaires, mais aussi peut-être de développement durable, etc. Donc, en fait, je reviens un peu à ce que je disais au début sur la temporalité. C'est intéressant la question parce que cette vision à 10-15 ans, on est dans un conflit de temps aujourd'hui où on demande de ce qui va se passer en septembre et octobre sur le trafic aérien, sur la reprise de l'avion, etc. Et en même temps, la nécessité dans un métier effectivement de l'industrie du voyage, de l'anticipation à 10-15 ans, au regard de ce qu'on appelle pour Aéroports de Paris des contrats de régulation avec l'État. On a ce qu'on appelle des creux. On est sorti là du creux 3, puisqu'on était au 3e contrat de régulation avec l'État. C'est des contrats de 5 ans qu'on a avec l'État et qui régulent les tarifs avec les compagnies, etc. Juste pour illustrer justement cette difficulté de répondre à 10-15 ans, c'est que les contrats de régulation de l'État qu'on devait donc avoir, le contrat de régulation numéro 4, qui commence là cet été, il a été de résilier de façon amiable, à l'amiable avec les parties. Donc ça veut dire que pour l'année qui vient et certainement l'année d'après, on ne sera pas dans des contrats de régulation. Donc ça veut dire qu'on est dans un pilotage aujourd'hui, certes, où il faut se penser à 10-15 ans, mais aussi dire et ajuster les ressources en fonction de ce que cette sacrée maladie épidémie est en train de nous perturber dans nos visages. Et ça pour moi, la temporalité était la question dès le départ, et la difficulté avec nos partenaires, nos concessionnaires, etc., sous-traitants et compagnie, c'est de dire quand c'est qu'on peut rappuyer sur la tour, etc., mais parce qu'il y a un enjeu économique et financier tout bête derrière, ça s'appelle la trésorerie. Et on voit bien que les entreprises aujourd'hui, avec la financiarisation des entreprises, etc., ont été dans cette problématique de trésorerie très rapidement. Et aujourd'hui, dans cette perspective de savoir quand ça reprendra, chiffre d'affaires, etc., et de reconstituer nos trésoreries, on est prêt dans ce conflit-là entre le court terme, et je pense que les dirigeants aujourd'hui ont suffisamment la tête dans le court terme. Alors évidemment, elles pensent à 10-15 ans, mais on est quand même aujourd'hui tous dans les indicateurs au KPI, en tout cas à 6 mois, 1 an. D'accord. Voilà, c'est pas pour éviter la question, mais c'est pour dire cette gestion des 2 temps, elle est venue être bouleversée.
est bouleversé. Très bien. Daniel, vous avez 1 minute pour ah oui, là on a un peu débordé sur le temps déjà. Si on espère avoir des questions. Alors, très rapidement, à long terme, il va y avoir 2,5 milliards de personnes qui seront dans les agglomérations en plus d'ici 25 ans. On aura plus de monde dans les transports en commun. Aglo-française, là, vous parlez ou... Non, c'est mondial. Non, c'est mondial. 2,5 milliards. Ah oui, 2,5 milliards. Excusez-moi, je vais avoir 1 million. Mais non, c'est au niveau mondial. Il va y avoir de plus en plus de monde dans les transports en commun au fur et à mesure que le temps avance, par définition. Donc on réfléchit beaucoup au parcours client pour éviter les freins. Les freins aujourd'hui, c'est tout ce qui est achat, validation ou sortie. Quand on est par exemple sur le RER où on passe par un portique aussi pour sortir. Et alors comment on fait pour lever ces freins? S'il y a plus de monde, aujourd'hui déjà quand vous allez sur une gare un petit peu encombrée et vous avez 2 RER qui se croisent et qui arrivent en même temps, vous pouvez attendre jusqu'à 2 minutes pour sortir de la gare pour seulement passer les portiques. Donc c'est des questions qu'il faut se poser parce que si demain on veut rendre le service attractif, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de problème. La deuxième chose qui est un fil rouge du transport collectif au quotidien, c'est la gestion des perturbations. Donc c'est le deuxième vrai motif de frein. Comment on gère ça? Comment on propose systématiquement un plan B? Ça passe par un troisième pilier. Je vous parlais de la digitalisation, je vous parlais de l'humain. Et le troisième, qui est assez classique, mais qui est la partie personnalisation. Comment on est capable de connaître mieux nos clients? Le compte client est quelque chose qui est très peu développé dans le transport collectif aujourd'hui. Et on doit le développer dans une optique de mass mobility as a service dont tout le monde parle, mais pas grand monde ne fait aujourd'hui. Oui. Ça prendra du temps pour le faire, d'avoir une facture unique de l'ensemble de nos mobilités et un compte unique, mais c'est vers là qu'on va. Donc nos réflexions sont de fait sur ce sujet-là. Donc le MAS, ce sera le mot de la fin. Merci Daniel, merci Manuel, merci Eric. On va passer à la phase de questions-réponses. Il nous reste 3 minutes, mais avant un petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora News Expérience Client. Bonjour Brice, est-ce que tu as une première question pour nos invités? Oui, une première question sur la relation client pendant le confinement avec une activité quasiment nulle. Y a-t-il eu des relations avec vos clients, c'est-à-dire des remontées de vos clients, des questions? Et de votre côté, avez-vous eu une démarche proactive vers vos clients durant cette période? Oui, rapidement, juste en termes de remontée, on a continué un certain nombre de travail avec ce qu'on appelle une communauté de clients de 6 000, 7 000 personnes, passagers que l'on a. On a continué à travailler, et on les relance, des enquêtes dites d'ACI, ASQ, sur la qualité de service. Et en proactivité, effectivement, il y a eu notamment sur des courriers lancés à nos clients de la part de Mathieu Daubert, qui est mon patron, qui est membre du COMEX, directeur client, à l'endroit aussi de notre clientèle identifiée. Ouais. Voilà, juste pour... De manière basique, je vous parlais tout à l'heure de campagne d'emailing. On a fait moins de campagnes, mais par contre, on les ciblait beaucoup moins. On était vraiment sur une logique d'information voyageur et beaucoup moins sur une logique de vente. La deuxième chose qu'on a remarqué, alors qui est très claire, mais à partir du moment où le service était effectué de manière si minimale et de toute façon, on interdisait aux personnes de sortir de chez eux, le principal motif de contact des clients, c'était la partie remboursement de l'abonnement. Donc là, pour le coup, on a été de fait débordé sur une demande de réclamation pour une demande de remboursement qui était légitime. Mais vu qu'on avait moins de personnes pour les traiter et plus de réclamations, ça a pris un petit peu de temps, mais ça nous a aussi servi pour faire des campagnes d'emailing sortant, pour rassurer les clients en disant ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le faire. Quand on faisait ça, c'était évidemment en collaboration avec notre autorité organisatrice de mobilité sur le territoire. Bien, merci. Une autre question, Brice, peut-être? Oui, alors vous évoquiez la symétrie des attentions. Il faut savoir que vous êtes très en phase avec Idriss Aberkan, qui était l'invité d'honneur du webinaire d'ouverture de ces journées, président de la fondation Bioniria, car sur la question de comment optimiser la relation client et l'expérience client suite à tout ce qu'on a vécu, il évoquait la nécessité absolue que les collaborateurs aient du plaisir au travail. Et est-ce que sur ce point, justement, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur des exemples de projets ou de réalisation de projets que vous avez eu avec vos collaborateurs pour augmenter ce bien-être, ce plaisir au travail? Une rédaction, c'est plus une question.
Eric, merci Brice. Vous en parliez un peu tout à l'heure, Oui, de l'écosystème de partenaires notamment. Oui, en fait, on travaille sur 4 leviers, mais là, rapidement, on travaille sur 4 leviers. Un, sur les environnements de travail, c'est-à-dire quand je me rends sur l'aéroport, effectivement, il y a toute la partie client et puis il y a le back-office où je me change, etc. Donc tout ce qui est environnement de travail, et ça, c'est la première chose, comment j'accède à la plateforme. Le deuxième niveau, c'est les formations, c'est le sourcing, etc. Et puis le troisième niveau, c'est l'attitude client. C'est des formations que l'on a à l'endroit aussi de nos personnels comme des personnels sous-traitants. Et le quatrième niveau, c'est éthique et valeur. Donc on travaille ça avec la communauté des DRH, par des groupes de travail, voilà. Et le premier point important pour nous, c'est d'améliorer, je dirais, ces environnements de travail par les salles de repos, les endroits où je déjeune, etc. Donc déjà dans les fondamentaux. Donc voilà, rapidement. Donc environnement de travail déjà. Déjà, ouais, sur ce sujet. Ouais, et qu'il y ait une forme de parallélisme, c'est-à-dire j'accueille mon client mon passager dans un environnement sympa, mais quand je vais me changer en réserve, etc., au fin fond du truc, je ne vis pas la même expérience. Et donc il faut qu'il y ait vraiment un parallèle d'expérience aussi à essayer d'équilibrer. D'accord, mais ce sera le mot de la fin. Éric Labrune, merci beaucoup. Merci pour ce superbe échange riche, instructif sur les enjeux de la mobilité. Merci Manuel. Merci Eric, merci Daniel. Je remercie également tout particulièrement nos partenaires institutionnels et nos partenaires médias, l'Institut national de la relation client, Stratégie Client, élu service client de l'année 2021, ça fait beaucoup de clients, sens du client, je l'ai peut-être déjà dit, l'Institut du commerce, et puis un grand merci aux équipes d'Agora Manager et d'Agora Media, sans qui nous ne pourrions produire ces 2 journées dans d'excellentes conditions. Nous vous donnons rendez-vous dans 1 heure, un peu plus d'1 heure. Il sera question d'une visioconférence en anglais avec le Senior Experience Customer Director de 7-Eleven, Jerry Campbell, sur le thème du digital et comment il a remodelé les parcours clients. Je vous dis à tout à l'heure, bon appétit.